Eh bien, bonjour à tous, bienvenue de bon matin et sous la chaleur, enfin j'espère que vous avez la clim chez vous pour parler du DAM, ou plutôt de la gestion de vos ressources multimédia. Je vous parle de ressources multimédia parce que j'ai fait quelques recherches sur les mots-clés qui étaient liés à cette thématique et je me suis aperçu qu'en France, le terme DAM n'était absolument pas recherché en ligne. Contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, par exemple, où le Digital Asset Management commence à trouver sa place aux côtés des autres logiciels de gestion documentaire. Mais en France, en tout cas, bon, force est de constater qu'on parle plus volontiers de médiathèque, de photothèque ou de logiciels de gestion des ressources multimédia que de Digital Asset Management. Bref, mais si vous êtes là ce matin avec nous, c'est que vous connaissez forcément cette expression et que vous savez de quoi, ce qu'elle recoupe en tout cas. D'autant qu'avec l'essor de la communication visuelle et l'importance grandissante des photos et des vidéos, que ce soit pour les acteurs du retail ou du e-commerce, vous savez que les photos et les vidéos contribuent fortement à l'acte d'achat, mais aussi pour les marques, les médias, la presse ou encore les collectivités, bon nombre d'organisations ressentent aujourd'hui le besoin de s'équiper d'outils permettant d'agréger, de gérer et de partager tous ces contenus multimédia. Donc, d'où un net regain d'intérêt pour toutes les plateformes de DAM qui offrent désormais en standard de nombreuses fonctionnalités et qui couvrent un large éventail de besoins, allant de la simple gestion des photos et de vidéos façon médiathèque jusqu'à la création de circuits de validation plus complexes pour du packaging produit par exemple, avec différentes options de déploiement, des fonctionnalités collaboratives liées à la gestion de projet et différents outils facilitant l'indexation et la diffusion de ces médias. Et ce, à des conditions tarifaires qui, aujourd'hui, sont accessibles à tout type d'organisation. Le DAM n'est donc plus l'apanage des grands comptes et des ETI. Mais avant de laisser la parole à deux expertes de la question qui sont à mes côtés, Isabelle Billet de Dalim et Patricia Guillamot, qui est directrice de la communication et du marketing au CE de la RATP, je voulais partager avec vous quelques résultats rapides d'une enquête menée par Archimag en début d'année sur les usages du DAM et sur la façon dont aujourd'hui les organisations, publiques comme privées, gèrent leurs ressources. Et vous allez voir que ces chiffres confirment qu'en France, le DAM n'est pas encore clairement établi et que malgré la transformation digitale enclenchée par beaucoup, le bricolage reste de mise. Alors, soyez pas surpris, j'ai associé dans cette présentation à chaque résultat à la série télé que ce résultat m'évoquait, mais peut-être que de votre côté, ce sont d'autres références télévisuelles qui vous viendront en tête. Alors, je vous partage ces quelques résultats rapidement avant de céder la parole aux deux autres intervenantes. Donc, à la question, alors, je vous demande quelques instants, voilà, à la question, avec quel type d'outil gérez-vous votre fonds multimédia? Alors, vous voyez que ça bricole pas mal au sein des entreprises, puisque une sur trois utilisent une base de données maison. Bon, quelques-unes, 14% des dispositifs de stockage partagé, des NAS par exemple. 7%, vous voyez, une GED et d'autres. Alors là, c'est assez minoritaire, des solutions en ligne comme Flickr, Google Photos, Dropbox ou même des logiciels propriétaires comme iPhoto. Eldam, alors vous voyez que bon, certaines sont équipées, 4 organisations sur 10 sont équipées d'une solution de digital asset management et une petite majorité a opté pour le SaaS, le reste pour un modèle de licence classique. On leur a demandé également ce qu'il y avait dans ce fonds multimédia. Alors vous voyez qu'on trouve absolument de tout. Alors moi j'ai comparé ça à un peu un fourre-tout, mais bon c'est un peu réducteur. Mais en tout cas il y a évidemment des photos, il y a des vidéos, mais il y a aussi des créations graphiques, des documents, des articles de presse, des cartes, des vidéos 360, du rich media, des éléments 3D, des plans, des pages web. Bref, le DAM sert à stocker absolument tout et ne se limite pas uniquement aux photos et aux vidéos. Alors, ensuite, ces médias sont vous voyez, pour 70% hébergés en interne sur des serveurs, 26% seulement dans le cloud, le reste sur des supports physiques, ce qui est plus étonnant. Et alors pour quels usages précisément? D'abord pour la communication et des besoins liés à l'organisation d'événements. C'est le cas pour une organisation sur trois, mais aussi à des fins de conservation. C'est le cas pour une organisation sur cinq, ou encore pour la diffusion web. Là, c'est plus marginal. 11% seulement. Pour le marketing et le commercial, 11% seulement. Et dans une moindre mesure pour des besoins techniques comme le e-commerce, le e-learning ou la R&D. Bon, au final, on leur a demandé quel était le problème avec leurs ressources
multimédia. Voilà, et il y a plusieurs sont ressortis, mais les trois principaux sont la recherche des médias, pour la grande majorité, pour 58% des sondés, la gestion des droits, pour 52% d'entre eux, et l'éparpillement des ressources au sein de différents systèmes de stockage, pour 48% des sondés. Alors, d'autres problèmes sont aussi pointés du doigt, dont la réutilisation de certaines de ces ressources pour 43% des sondés, la gestion de multiples formats, le partage des ressources avec des partenaires ou des clients externes, la publication des ressources dans différents formats, le tracking de ces ressources, la gestion des accès, le contrôle des versions. Bon, vous voyez qu'il y a pas mal de problèmes qui se posent à tous ceux qui manipulent des médias. Et là où il y a un vrai problème, c'est que vous voyez que la plupart du temps, tous ces médias sont échangés via des services comme WeTransfer, Dropbox et autres à 59%, mais aussi et surtout par mail, ce qui pose un vrai problème. Et Isabelle Billeret vous en touchera peut-être quelques mots ensuite. Alors vous voyez aussi que le serveur, via des serveurs FTP, ça existe encore, les clés USB, les disques durs externes aussi. Alors ensuite, on leur a demandé évidemment quels avantages elles pourraient tirer d'un DAM. Et donc vous voyez que là, 3 organisations sur 4 répondent d'abord à une optimisation de la collaboration et du partage et de la visibilité sur les projets en cours avec des partenaires internes ou externes. Donc le DAM est envisagé comme un véritable outil de collaboration et de gestion de projet. L'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la communication n'est pas très loin derrière et concerne 2 organisations sur 3. Vient ensuite la réduction des risques juridiques, par exemple la conformité avec les droits d'auteur, mais aussi ensuite la baisse des coûts grâce à des processus de travail plus efficaces. Ce sont les arguments qui sont cités par un peu plus de 50% des organisations sondées. Enfin, parmi les autres avantages avancés, citons la réduction des coûts de création pour plus d'une organisation sur 3 et l'accroissement de la notoriété de la marque pour une organisation sur 4. Alors une question qui semblait intéressante, c'est de savoir à quoi on peut relier le DAM, avec quels autres outils on peut l'interfacer. Et ben, en majorité, c'est la suite Creative Adobe qui arrive en tête de liste, 57%, suivi d'Office 43%, des CMS 40% et d'autres logiciels de retouche vidéo 40%. Alors on a plein de noms qui ont été cités. Notez toutefois donc que le CRM, les sites e-commerce, le PIM, le RP, les outils de marketing automation et d'autres logiciels créatifs ont été également cités, mais dans une moindre mesure. Alors, je suis allé un peu vite. On a demandé aussi à ces organisations ce qu'elles attendaient d'une plateforme de DAM. Alors, les trois attentes principales concernent l'efficacité du moteur de recherche. Alors là, ça a été cité par quasiment l'ensemble des répondants. De puissantes capacités d'indexation, elles n'ont plus envie de se faire suer à indexer des médias, et la gestion fine des droits d'auteur. Alors viennent ensuite d'autres fonctions qui ont déjà été mises en avant, des fonctions collaboratives, des possibilités d'interconnexion large, des fonctions de conversion, de prévisualisation d'édition vidéo, et la possibilité d'automatiser certaines tâches avec des workflows. Donc le DAM, si on résume, ça doit être facile à utiliser, facile à indexer, facile à rechercher et parfaitement sécurisé. On a posé une question sur l'IA. De l'IA, vous attendez quoi? Alors vous voyez, hein, c'est la reconnaissance automatique des composantes de l'image qui arrive en tête, avec reconnaissance des couleurs, l'indexation, la reconnaissance de forme, etc. Et aussi l'indexation automatique des vidéos grâce à des mots-clés. Enfin, on leur a demandé si le DAM c'était évidemment dans les tuyaux. Vous voyez que c'est envisagé par quasiment 2 organisations sur 3. C'est en cours pour 15% et c'est prévu dans l'année même pour 9% d'entre elles et dans les 18 mois à venir pour d'autres 9%. Voilà, alors je voulais partager avec vous ces résultats qui sont intégralement disponibles dans un e-book qui est consacré au sujet, que vous retrouverez sur le site archimac.com. Et voilà, alors maintenant je laisse la main à Isabelle qui va nous parler plus concrètement du DAM et de ses possibilités. Bonjour à Voilà, tous. Isabelle. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? On le voit.
Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui à ce webinaire. Quelques mots sur la société Dalim Software, qui est éditeur de solutions logicielles dans les métiers des arts graphiques, des médias au sens large. Donc, on existe depuis une trentaine d'années. Moi, je suis au sein de cette organisation avec un profil technico-commercial. Je suis en charge de la distribution de nos produits sur l'Europe. Le siège de Dalim Software est en Allemagne. C'est une société, je dirais, européenne. On a une forte majorité de personnes françaises au sein de la société. On est présent dans plus de 30 pays à travers le monde et on a un groupe utilisateur très développé qui se réunit 2 fois l'an, Duo. Aujourd'hui, ce qui occupe nos journées, c'est de pouvoir mettre à la disposition des solutions à ces différents acteurs, qui soient aussi bien au niveau de l'industrie, de la santé, des biens de grande consommation, de l'éducation, de la grande distribution, des médias. Ce qui est important pour toutes ces entreprises, c'est d'avoir à disposition des outils qui vont leur permettre de communiquer simplement et en toute efficacité. Ici, quelques références. On peut citer des gens tels que Royal Canin en France ou Pierre Fabre ou encore des gens tels que Ikea, Office Dépôt à travers le monde. Et nos solutions vont permettre justement à tous ces acteurs de pouvoir collaborer ensemble sur toute la chaîne graphique, de la capture de photos, de vidéos jusqu'à la distribution, en permettant d'automatiser tout un lot de processus de conversion, par exemple la mise à disposition d'images pour les sites web ou pour l'impression ou pour de la PLV, ou pourquoi pas la distribution directe sur les systèmes, les réseaux sociaux. Maintenant, essayons de nous concentrer un petit peu plus au niveau du sujet. Aujourd'hui, la donnée et les médias sont au cœur de tous les processus d'une entreprise. On parle beaucoup de la transformation digitale et justement tout ce qui a trait au multimédia est totalement partie prenante de ce processus. Et si on regarde ce qui se produit justement dans le cadre de cette digitalisation des entreprises, on s'aperçoit qu'un fort pourcentage des personnes, sur une récente étude menée aux États-Unis par Gallup, entre 15 et 20% des personnes par an en plus vont travailler à distance. Ces personnes travaillant à distance, si elles savent ce sur quoi elles travaillent, il est un petit peu plus nébuleux pour elles, de savoir ce qui se passe et quelles sont les priorités de leurs collaborateurs. Donc, on a un vrai manque de transparence. Si on regarde maintenant plus particulièrement, et comme le soulignait tout à l'heure Eric, la partie email, on a une augmentation du trafic avec une forte complexité des échanges tout azimut. On a en moyenne, et ça c'est bien une moyenne, 90 emails professionnels, hein, on parle d'emails professionnels, par jour reçus, donc à traiter, et une quarantaine d'emails par personne à envoyer, donc en plus bien évidemment du quotidien. Donc on arrive à imaginer facilement la difficulté à pouvoir tracer toute cette information. D'ailleurs, un constat, au niveau des spécialistes des équipes marketing, 92% déclarent que leur plus gros souci, c'est la validation notamment des documents à mettre en œuvre pour pouvoir communiquer proprement. À cela, on ajoute un autre constat, c'est l'augmentation continue de visuels, qu'il s'agisse d'images, qu'il s'agisse de vidéos, de bandes son, de sites web ou de SKU, de communication sur les produits. Et là, on est complètement dans la fuite en avant. C'est quelque chose qui se décuple d'année en année. Donc, on a un lot massif de données à gérer. Et à cela, on ajoute le fait que les organisations n'ont pas encore cette maturité. Elles sont organisées par le biais de départements qui communiquent en général
d'une manière relativement pauvre. Et en ce qui concerne l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne l'échange de données multimédia, de par leur nature, c'est très difficile de pouvoir les faire véhiculer d'un environnement à un autre, tout simplement par le manque d'outils, par le manque aussi de communication entre ces différents départements. Donc, on a vraiment un souci à gérer qui est comment effectivement essayer de fluidifier l'information entre les services e-commerce, entre la gestion des packaging, le contenu pour les sites web, pour les réseaux sociaux, pour tout ce qui relève du PIM ou d'autres systèmes style ERP, ECM, CRM et j'en passe. Donc là, on est face à un processus totalement non contrôlé. Il devient urgent de mettre en place une solution pour essayer justement d'éviter le phénomène de black box et de gagner en visibilité au travers ce processus. Donc, comment s'attaquer à ce problème-là, puisque le média, les multimédias en général, tout ce qui est graphique et un petit peu le parent pauvre des entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer. En général, les services IT n'ont pas forcément toute la connaissance pour ce faire. Donc, la première étape, ce que l'on peut mettre en avant, c'est d'essayer d'augmenter la collaboration en augmentant la collaboration et en mettant en place une plateforme web où on va pouvoir stocker, centraliser et indexer les différents éléments, qu'il s'agisse de création graphique, qu'il s'agisse de photos, qu'il s'agisse de vidéos, de 3D, de documents. Tout simplement la mettre en place, la partager en fonction des droits de chacun des collaborateurs et des intervenants. Donc ça se résume par la mise en place d'un site web. Il faut que ce site web soit le plus ergonomique possible. Bien entendu, on va pouvoir se loguer sur le système et puis en toute sécurité. Pouvoir retrouver les éléments facilement à partir d'une indexation qui a été faite à l'aide de métadonnées. Les métadonnées, c'est le cœur du DAM. Aujourd'hui, c'est ce qui va permettre tout simplement d'indexer, de retrouver cette information. Pour l'indexation, ça peut se faire, on l'a vu tout à l'heure, par le biais de l'IA, mais ça peut se faire aussi par le biais tout simplement de la gestion et de qualification. C'est une vidéo, un lieu, un copyright, c'est une photo, dans quel environnement cette photo a été prise, c'est un magazine, c'est une brochure relatant en fin de compte les différents éléments, la qualifiant tout simplement en établissant une carte d'identité de chacun des médias à l'aide des métadonnées. La deuxième étape, ça va être, après la collaboration, la mise en place d'automatisation. Donc l'automatisation, c'est en fait le cœur de la solution. C'est ce qui va permettre tout simplement de pouvoir mettre en place des règles métiers en ce qui concerne l'indexation des fichiers, par exemple. On a des fichiers, ils arrivent de tel endroit, c'est automatiquement les qualifier avec tout un lot de métadonnées, faire de la reconnaissance automatique tant qu'il se peut, pour tout simplement simplifier les processus. Donc, on va pouvoir mettre en place ces flux de validation aussi, une fois que les données sont arrivées, qui va les valider, mettre en place aussi, une fois que c'est validé, la distribution. Donc, c'est tout simplement cartographier un processus métier de travail en partant de l'origine jusqu'à la destination et en impliquant dedans les différents acteurs impliqués au niveau de la création du contenu. Alors, cette cartographie, elle est vraiment essentielle. Elle existe aujourd'hui, mais elle est rarement sur papier. C'est celle qui va permettre de définir les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs au niveau de la création du contenu. C'est indispensable parce que c'est ce qui va permettre justement d'établir d'une manière fiable la création de contenu. Et puis aussi, c'est ce qui va permettre d'éliminer le phénomène de black box. On saura à tout moment
ce qu'il en est au niveau du processus métier lorsqu'une donnée sera dans tel ou tel état. Alors ça se symbolise tout simplement, par exemple, par on a des données qui arrivent, le designer, soit on a un nouveau visuel à créer, le designer va créer ce nouveau visuel, on a une équipe de validation qui en général implique les équipes marketing, les équipes produits, qui vont pouvoir cycler, et puis on va terminer par la validation ultime du client final, qui peut être la direction générale du marketing, et puis bien entendu diffuser ces médias lorsqu'ils seront disponibles. Donc il faut que la plateforme DAM que vous allez mettre en place puisse justement gérer cet aspect métier, puisse le gérer d'une manière relativement simple et souple pour pouvoir intégrer différents types de processus inhérents aux différents types de médias. On ne gère pas une photo comme on gère une vidéo, comme on gère une bande-son, comme on gère un site web. Et d'ailleurs, ce sont des équipes différentes qui interviennent. Un autre point aussi extrêmement important, c'est au niveau du processus de validation dans cette collaboration, c'est le fait de pouvoir avoir des outils simples d'accès à tous sur des données qui ne sont pas simples puisqu'elles sont relativement lourdes. Hein. Une image pour une PLV peut facilement atteindre le giga. Tout simplement à travers le web, la visualiser en haute résolution, pouvoir annoter comme on le serait dans un Acrobat, mais tout simplement en ligne et disposer tous à la fois d'une même source d'information, d'un même outil où on va partager cette information. Alors ça pour se faire sur des images, mais ça peut aussi se faire pourquoi pas sur des sites web, de la même manière, pouvoir collaborer, ou encore sur de la vidéo. Hein. Aujourd'hui, on communique de plus en plus par le biais des réseaux sociaux avec des vidéos, pouvoir tout simplement annoter une vidéo pour en demander la correction. Un des autres aspects de ce système, c'est prendre en compte aussi tout ce qui est gestion des versions. Version des assets, bien évidemment, lorsqu'on a une première version d'un asset, il va évoluer à travers le temps. C'est la possibilité à tout moment de voir les différences, de pouvoir comparer ces assets et puis s'assurer que celui que l'on utilise est celui qui a été mis à jour avec, pourquoi pas, le dernier logo de la société ou tout simplement la dernière baseline de marketing. Donc comparer facilement, mettre à disposition de ces outils à la disposition de tous pour qu'on soit dans un processus simplifié. La troisième étape, une fois qu'on a mis en place la collaboration, qu'on a essayé d'automatiser un maximum le processus, ça va être aussi de fluidifier l'information. Effectivement, on a vu tout à l'heure que de nombreuses sociétés souhaitaient que leurs dames communiquent avec les systèmes existants. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est de pouvoir bénéficier d'un outil qui dispose d'une API. Une API, c'est tout simplement une interface programmable qui permet de communiquer avec des systèmes tiers. Alors, tout simplement par le biais de différents moyens. Hein. Certains peuvent être des plugins, d'autres des échanges de base de données à base de données, de XML, ou tout simplement par l'envoi d'informations sur un site FTP ou autre, ou dans un autre folder. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Un autre point aussi qui est important, c'est la possibilité, lorsque l'on va mettre en place de ce système, d'envisager qu'il grandisse avec votre organisation. On est aujourd'hui à l'aube d'acquisition de sociétés qui évoluent rapidement, plus ou moins rapidement, avec différents services. Donc, c'est la possibilité de mettre en place, en fin de compte, un système qui va disposer d'une structure avec architecture multi-site, multi-organisation, multi-département. C'est aussi un système qui doit pouvoir aussi s'intégrer facilement avec les outils de tous les jours. Lorsque je me log sur mon système, si j'ai mon mot de passe pour pouvoir me connecter à mon environnement de travail, ça serait bien que ce système-là, je n'ai pas à retaper mon mot de passe, qui communique automatiquement et qu'il soit suffisamment intelligent, par le biais justement de tout ce qui est SSO. Et puis aussi la possibilité de mettre en place un système qui soit en fonction des prérogatives de l'entreprise,
soit sur site, on-premise, ou dans le cloud, en mode SaaS. Un point fondamental, bien évidemment, de la gestion de ces assets, c'est de pouvoir les mettre à disposition de tous pour pouvoir, voilà, on a une nouvelle campagne, on a des nouveaux outils, on a des nouveaux produits, pouvoir tout simplement les communiquer très rapidement sur un site web externe, qu'il s'agisse de WordPress ou d'autres systèmes CMS, par le biais de liens. Il faut que ça puisse se faire de manière automatique et que ce soit totalement transparent une fois que le processus a été mis en place. De la même manière, de plus en plus, on parle d'intelligence artificielle. C'est un domaine qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, notamment, tout ce qui est justement la possibilité de reconnaissance, par exemple ici sur ce slide, de personnalité, il faut que le système puisse communiquer avec des systèmes bien évidemment faisant partie de l'écosystème de l'entreprise, mais aussi faisant partie d'un écosystème plus large, puisque là on va pouvoir, pourquoi pas, le connecter directement avec des services web de reconnaissance tels que IBM, Watson ou autres, pour taguer automatiquement des images et reconnaître des personnalités. Bon, il existe différents abonnements qui vont s'adresser à différents domaines d'activité pour tout ce qui est reconnaissance. Et bien entendu, lorsqu'on parle de création graphique, on parle souvent de la suite Adobe. Et dans ce cas-là, c'est aussi permettre aux graphistes et aux experts de pouvoir aller puiser directement l'information dans le DAM, de pouvoir créer leur graphisme et leur design sur le poste, qu'il s'agisse de InDesign, de Illustrator ou de Photoshop, et bien entendu de manière totalement transparente, pouvoir les sauvegarder en retour dans le système et mis à disposition pour la suite du cycle, en général un cycle de validation. La dernière étape de ce processus, donc on a essayé de fluidifier un maximum l'information et d'insérer le système dans un écosystème d'entreprise. Ça va être aussi de mesurer la performance. C'est souvent un point qui est négligé. On a besoin au plus vite d'avoir ces médias, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est dès le départ, dès l'implémentation du système, déjà d'identifier les points qui seront clés et qui permettront justement de mesurer sa performance. Combien on fait de cycles de validation, combien de temps il faut pour réaliser un projet de créa lorsque je n'ai aucune photo ou lorsque j'ai des photos que je réexploite. Ça permet d'avoir une grande transparence justement au niveau du cycle marketing et de pouvoir avoir une plus grande réactivité. Ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir, bien entendu, mettre en place la traçabilité, notamment dans le monde de la grande consommation ou de la pharmacie, où là, lorsqu'on va communiquer sur un produit, avoir une image, s'assurer que cette image est la bonne image et qu'on n'est pas à même de mettre une mauvaise image et que si c'est le cas, eh bien retrouver ce qui s'est passé dans le système. Donc, on va pouvoir mettre en place tout un lot de KPI, de tableaux de bord qui vont permettre d'analyser ces informations et bien évidemment d'améliorer le cycle mois après mois. Tout ce qui est rapport d'historique qui vont permettre bien évidemment de s'assurer que les bonnes données sont au bon endroit. Donc, lorsque l'on aura mis tout ceci en place, si on se résume, donc ça va se résumer à toute la partie création, ingestion, avec la mise en place de cycles de validation, la fluidification des process avec tout ce qui est automatisation, par exemple de l'indexation, de la conversion des fichiers pour le site web, pour l'impression ou pour autre, et puis bien évidemment la mesure. Alors je crois que là on a aujourd'hui le témoignage de Patricia Guillemot du CE de la RATP justement qui est passé par ces différentes étapes et qui aujourd'hui nous fait part de son expérience et de la mise en place d'un DAM au sein du CE de la RATP. Voilà, merci beaucoup à vous Patricia.
Alors, juste avant de passer la parole à Patricia, je voulais tous vous rappeler que vous pouvez poser des questions. Vous avez un outil vous avez un onglet qui est disponible pour cela. N'hésitez pas, on y répondra à la fin de la présentation de Patricia, à qui je passe la main tout de suite. Mais bonjour à tous. Déjà, pour commencer, est-ce que l'écran CE Oui, est visible? Oui, c'est oui, bon. tout va Ben bien. alors, on va attaquer. Merci déjà de m'avoir invité à participer à ce webinaire et à partager notre expérience utilisateur, puisque nous sommes l'un des nombreux clients à avoir adopté la solution d'Alim. C'est d'autant plus intéressant aujourd'hui pour nous que nous sommes dans le contexte de digitalisation de notre entreprise et que donc cette plateforme collaborative va nous permettre vraiment de maîtriser, j'allais dire, tous les supports qui vont nous accompagner dans ce process. Alors peut-être un mot pour commencer sur le comité d'entreprise de la RATP. Qu'est-ce que c'est un comité d'entreprise et notamment celui de la RATP? C'est très simple en fait. Nous nous adressons chaque jour aux salariés et aux retraités de l'entreprise RATP en leur proposant tout un tas de prestations qui vont du repas pour moins de 5 euros, avec des chiffres quand même que je vous laisse découvrir qui sont assez importants, hein, puisqu'on est à peu près 1,3 million de repas par an, soit 4 300 repas par jour. Nous avons 26 restaurants disséminés sur Paris et l'Île-de-France, et puis des distributeurs automatiques aussi de produits frais. Donc une prestation restauration, mais également une prestation vacances, 30 000 vacanciers chaque année, des centres de vacances que soit nous détenons en propre, soit nous détenons en copropriété avec un certain nombre de partenaires, et puis un certain nombre de destinations l'été comme l'hiver et de séjours en colonie pour les enfants et les jeunes. Des événements également pour permettre aux agents de se divertir, l'arbre de Noël, les tournois sportifs, que ce soit le foot, le karting, la pétanque. Donc on arrive à peu près à 50 000 participants par an totalisés sur l'ensemble de ces rendez-vous. La culture et les loisirs ne sont pas en reste puisque on atteint quasiment les 300 000 billets subventionnés par le CE par an. Donc des billets qui donnent accès à du théâtre, à de l'opéra, à des expos, des concerts, enfin vraiment toute forme de culture et de loisirs. Nous avons également un réseau de médiathèques, un centre culturel. Je crois qu'on est l'un des rares CE de France à pouvoir en avoir un. Et puis des privatisations également, des avant-premières à hauteur de quasiment 12 000 participants. Et enfin, on a aussi dans notre escarcelle, j'allais dire, une mission très importante qui est la défense des droits des salariés, et notamment le CE aujourd'hui, dans un contexte économique parfois un peu tendu, c'est aussi une valeur ajoutée, c'est aussi un acquis social et quelque chose que l'entreprise peut mettre en avant pour ses salariés. Voilà un petit peu ce qu'est le CE. Alors, pour entrer plus précisément dans ce qu'est la plateforme et comment elle a un petit peu changé la vie de la direction de la communication et du marketing, le CE, ce sont 400 salariés, dont 200 qui sont dévolus à la mission de la restauration. Donc, sur les 200 collègues qui sont sur les fonctions support et les subfonctions métiers, vous avez donc en fonction support la direction de la com et du marketing. Nous sommes à peu près 12 avec 3 alternants qui nous renforcent. Et notre mission, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est de faire connaître l'offre dont je vous parlais précédemment, que ce soit les vacances, la culture, la restauration, sur des supports qui sont à la fois print et digitaux. Et pour n'en citer que quelques-uns, avec des illustrations sur la partie droite de l'écran, nous avons un magazine mensuel d'une 40aine de pages, des catalogues vacances 2 fois par an, un site internet évidemment, une appli mobile, une page Facebook, un compte Twitter, des écrans d'information interactifs et une newsletter mensuelle. Voilà quelques-uns de nos principaux supports. Mais ce ne sont pas les seuls. Alors, la plateforme, la solution d'Alim, qu'est-ce qui nous y a amené?
En mars 2014, quand j'ai pris mes fonctions au niveau de la direction de la com et du marketing du CE, je me suis très vite aperçue qu'il y avait un manque de fluidité dans le process de production des supports. Ça se traduisait comment? Eh bien, c'était assez simple, hein, ou très compliqué, au contraire. Une gestion fastidieuse pour les clients en interne de leurs demandes de travaux au niveau du service PAO. Une gestion qui passait par beaucoup de papiers, beaucoup de transcriptions manuelles, avec une absence de visibilité et pour nous et pour nos clients. Un manque de réactivité et d'autonomie au niveau de la direction de la communication, puisque là, tout était manuscrit ou tout était transmis de façon orale ou par des mails, effectivement, comme le disait Isabelle, 90 mails professionnels. Je peux vous assurer qu'à l'époque, on était bien au-delà de cette référence. Quelque chose aussi qui m'a inquiété, qui était l'absence d'archivage automatique et puis un manque de sécurisation, par conséquent des fichiers qui n'étaient pas archivés et qui en plus n'étaient pas sécurisés lorsqu'on les envoyait en production. Donc je vous laisse imaginer les soucis récurrents au moment de signer le BAT par exemple. Donc, en résumé, en 2014, perte de temps, process lourd à comprendre et à appliquer pour les clients en interne et la direction de la communication. Ce qui nous a conduit, 2 ans plus tard, à mettre en place une plateforme collaborative, seule et unique, pour gérer l'ensemble des demandes en interne de travaux. Donc, plateforme qui nous a permis donc de gagner en rapidité, d'envoyer des éléments de brief de différentes natures, hein, aussi bien de la photo, de la vidéo, des textes, des schémas, qui nous permettaient ensuite de réaliser les supports. Plateforme qui nous a également permis de consulter les supports déjà réalisés pour s'en inspirer ou les mettre à jour, visualiser les maquettes et leurs évolutions. Pour les clients, apporter, j'allais dire, de façon très simple et fluide, des corrections, des demandes de modifications directement sur les maquettes. Et puis, un système de notification envoyé directement par la plateforme aux utilisateurs dès lors qu'une action était attendue de sa part pour faire avancer le dossier. Là, je vous ai mis sur un schéma, j'ai essayé de vous schématiser le process qui a été mis en place lorsqu'on a lancé la plateforme collaborative. Donc, rapidement, un client, un service du comité d'entreprise, mais ça peut aussi être une association extérieure, demande la réalisation d'un support. La demande de création de ce support est analysée immédiatement par la direction de la communication, donc ma responsable de la communication. Soit il y manque des éléments, donc la demande est KO et retour à l'envoyeur pour qu'il précise ce qu'il attend, ou la demande est parfaitement remplie, complétée avec tous les éléments nécessaires. Et là, on ouvre un projet dans l'outil, donc dans la plateforme. On passe dans ce qu'on appelle donc la plateforme collaborative, le flux de production. Là, une maquette est créée par notre service de graphiste, et en concertation avec la photothèque, et il y a un aller-retour qui s'instaure entre le service et ces 2 services, jusqu'à aboutir à une proposition de maquette qui est validée, donc signature d'un BAT, ensuite le départ en impression, la diffusion auprès des différentes cibles, ça peut être en interne, ça peut être en externe, ça peut être 100 exemplaires en impression numérique comme 100 000 exemplaires par notre imprimeur et surtout, élément essentiel, le document en question ou les documents en question sont ensuite archivés. Alors, vous donner une idée également du planning me semblait intéressant, une visibilité en termes de gestion de projet parce que ça a été pour le comité d'entreprise quelque chose d'assez lourd, mais qui j'allais dire, de façon itérative et de façon assez naturelle, nous a permis d'intégrer, de l'intégrer cette plateforme dans le quotidien de l'équipe de la com. Donc, vous voyez, les 6 premiers mois ont été consacrés à l'élaboration du projet de plateforme avec toute notre expression de besoin et celle de nos clients également, évidemment. À l'automne 2015, nous avons, suite à cette expression de besoin, lancé un appel d'offres
Et 1 an plus tard, nous avions identifié la solution Dalim comme étant celle qui correspondait à nos attentes, aux attentes de l'époque, et surtout qui allait pouvoir nous accompagner dans les évolutions d'ores et déjà envisagées pour la communication du CE. Donc, une fois la solution identifiée, elle a été mise en place avec Dalim et l'intégrateur. Un club utilisateur très vite sur les conseils de Dalim a été mis également en œuvre, et des sessions de formation des utilisateurs ont été faites de façon régulière au lancement de la plateforme, à raison d'une 50aine de référents dans les différentes directions et services qui ont été formés au fil des semaines suite au lancement. Sur votre partie droite, sur la partie droite de l'écran, vous voyez également un support pédagogique que nous avons réalisé à la direction de la communication et du marketing afin d'illustrer un petit peu et d'aider et d'accompagner nos utilisateurs dans la prise en main de la plateforme, qui était relativement intuitive. Et 6 mois après l'avoir véritablement lancé, nous avons fait un REX des utilisateurs, donc un retour d'expérience avec, j'allais dire, une satisfaction globale aussi bien au niveau de la direction de la com que de l'ensemble des clients en interne. Là, je vous ai mis quelques captures écran de la manière dont cet outil que les utilisateurs, suite à un brainstorming, ont baptisé Créacom. Donc Créacom, c'est notre plateforme de flux de production. Donc Créacom, quelques captures écran de la manière dont ça se présente. L'utilisateur, effectivement, y accède par un mot de passe et automatiquement son profil vient s'afficher, un profil qui lui permet d'avoir tel ou tel droit d'accès, de lecture, de correction, et puis derrière il a accès à ces différents supports en fonction de son service de rattachement, et la possibilité également de mettre des remarques, des corrections directement sur les maquettes s'il en ressent le besoin. Voilà. Un bilan sur cette année 2018 qui a vu la mise en œuvre et la prise en main de la plateforme de flux de production. Cette plateforme a permis à l'équipe de la com et du marketing de se consacrer à des tâches, j'allais dire, qui relèvent plus spécifiquement de son cœur de métier, puisque c'était ça aussi mon objectif, de recentrer mes collaborateurs sur leur véritable valeur ajoutée. À titre d'exemple, ça nous a permis d'optimiser notre temps et notre temps de cerveau disponible, puisqu'en 2018, nous avons réalisé à peu près 1280 réalisations graphiques, donc 1200 créations de maquettes. Nous étions en 2018 dans un process de changement de logo et de charte visuelle et graphique du comité d'entreprise. Donc là aussi, la plateforme a été d'un grand secours et en termes de cohérence, en termes de rapidité, de fluidité des échanges avec l'ensemble des directions. Donc 200 documents rien que sur l'année 2018 ont été mis à la nouvelle charte de façon tout à fait rapide et facile. 99 kakémonos ont pu être réalisés en interne, puisque outre la plateforme de production, nous nous sommes également dotés en parallèle d'un traceur qui nous permet aujourd'hui de réaliser en interne l'ensemble de nos kakémonos, de nos bâches. Nous avons également consacré, une partie de l'équipe s'est consacrée à la réalisation de sous-titrage de vidéos et à un format aussi qui fonctionne très bien sur nos réseaux sociaux qui sont et notre site internet, qui sont les motion design. Donc là, nous avons effectivement confié la réalisation de ces supports à nos petits jeunes alternants qui, encore une fois, grâce à la plateforme, ont vraiment pu et se faire plaisir et s'insérer rapidement et parfaitement dans le process de production de contenu. 2 ans et demi plus tard, un bilan un peu plus global, je dirais que la mise en place du flux de production a entraîné un changement à tous les niveaux de l'entreprise, une réorganisation des process et une évolution des métiers, pas seulement au sein de la direction de la communication, mais l'ensemble des métiers, dans les directions support également. Une responsabilisation des services, puisque nous avons été amenés, ce que j'ai appelé les 50 utilisateurs, donc ce sont les 50 référents qui aujourd'hui sont les interlocuteurs privilégiés de la direction de la communication pour valider, pour mettre à jour les supports et les amener jusqu'au BAT.
Le même niveau d'information pour tous en même temps, ça c'est essentiel. Donc ça participe aussi à la diminution des silos qui peuvent encore persister dans une entreprise comme la nôtre. Et la plateforme est un facilitateur de travail en mode projet. Des indicateurs d'activité par secteur qui sont bien utiles au moment où on fait le rapport d'activité annuel. Et puis un positionnement de la direction de la com et du marketing sur plus de l'accompagnement du conseil que de la production pure et dure, avec une meilleure prise en charge des dossiers, un volume plus important de demandes traitées, donc de la volumétrie, mais qui derrière nous permet aussi de générer de la valeur, puisqu'on a réinternalisé une partie de tout ce qui était production graphique. On a réinternalisé donc les supports avec une estimation des économies à réaliser sur un an de près de 200 000 €. Et puis le recrutement de nouvelles compétences pour la conception de nouveaux supports, que ce soit des totems, des vidéos, du motion design. Donc vraiment une plateforme, une solution de flux de production qui s'est parfaitement intégrée à notre écosystème tel qu'il existait en 2016 quand on a lancé la solution, mais qui continue d'évoluer. Puisque comme je vous le disais en introduction, le CE est dans un process de digitalisation. Donc cette plateforme en tout cas, je compte sur elle pour nous accompagner dans ce process, d'autant que nous allons également lancer un nouveau site internet au printemps 2020, dans un an, avec la possibilité, en tout cas c'est notre objectif, pour l'ensemble de nos bénéficiaires, d'avoir accès à toutes nos prestations, aussi bien en consultation qu'en réservation ou encore en paiement. Donc là, je pense que la plateforme collaborative va prendre toute sa dimension et va nous être encore une fois d'une grande aide pour mener à bien ce projet. Voilà pour moi. Merci à tout le monde de m'avoir suivi. Alors, merci Patricia. Alors, avant de vous laisser tous retourner à d'autres activités, on a quelques questions et il y en a une d'Arnaud, Patricia, qui vous concerne et qui demande, pourriez-vous expliquer le rôle du club utilisateur? Alors le club utilisateur a été, merci Arnaud déjà pour cette question. Donc le club utilisateur a été initié très rapidement au moment évidemment de l'expression des besoins pour écrire le cahier des charges qui allait amener à la sélection de la solution d'Alim. Donc on les a tenus évidemment au courant pas à pas des solutions qui existaient, et le choix a été fait avec eux, puisque après tout ce sont eux qui vont les utiliser dans leur quotidien. Donc autant faire en sorte que la solution retenue corresponde à leurs attentes, à leur process de travail, ne génère pas plus de travail, au contraire, mais le leur simplifie pour que eux aussi de leur côté puissent mettre leur valeur ajoutée sur leur métier, sur leur expertise. Et puis le club utilisateur, on a souhaité évidemment le faire perdurer au moment du lancement de cette plateforme. Donc on l'a réuni dans le mois qui a suivi le lancement de la plateforme, puis 3 mois après et enfin 6 mois après. Et à chaque étape j'allais dire, cette solution apportait la souplesse nous a apporté une souplesse de réactivité, c'est-à-dire qu'elle permettait aux utilisateurs de nous dire, finalement, nous, on a été amené à réorganiser nos équipes, donc finalement, moi, je vais être en consultation seule et c'est plutôt ma directrice ou mon manager ou mon N+2 qui va être le valideur. Donc, il faut changer un petit peu le process de validation. Ou, écoutez, moi, le système de notification, recevoir 3 notifications par jour. Franchement, une seule me suffit. Je me connecte régulièrement à la plateforme. Vous voyez, donc c'était vraiment un travail de dentelle, j'allais dire, avec les utilisateurs pour perfectionner cet outil jusqu'à ce qu'il corresponde à la manière de travailler des uns et des autres et qu'il soit vraiment au service des clients en interne. Et puis 6 mois après, l'objet, ça a été de faire un retour sur expérience, sur la manière dont le projet, j'allais dire, dans sa globalité avait été mené, et puis d'en tirer aussi un certain nombre d'enseignements sur d'autres projets transversaux qu'on pourrait être amenés à imaginer dans le futur. Voilà un petit peu le rôle et comment nous on a pensé ce club utilisateur. Et c'est le club utilisateur qui a trouvé le nom quand même de cette plateforme, puisque chez nous l'avons baptisé Créacom, comme pour évidemment la communication, et Créa parce que c'est son rôle de produire, de créer et de mener à terme les différents supports que les clients lui soumettent.
D'accord, ok, J'espère avoir répondu entendu. à Arnaud. Je pense, je pense. Alors, une dernière question et après on vous libère. Là, c'est pour vous, Isabelle. Comment, une question claire, comment mettre en place l'automatisation de l'indexation? Alors, moi, je la comprends finalement. Qu'est-ce qu'on peut automatiser dans l'indexation? Ah oui, alors merci Claire pour cette question. C'est vraiment le cœur de la problématique. En fait, il y a différentes méthodologies. La première, par exemple, si on est sur un shooting photo, on récupère des photos. La première, ça va être tout simplement au téléchargement des photos dans le système, déclarer des champs à renseigner par celui qui va télécharger les infos. Donc, ça va être par exemple le site, les produits ou en tout cas le contexte qualifiant ces médias. Donc, c'est un des premiers points, c'est d'essayer dès l'origine de pouvoir automatiquement disposer de l'information à partir de la source. Un deuxième point, ça va être tout ce qui est analyse automatique. Lorsqu'on va mettre des médias dans le système, aujourd'hui notamment en ce qui concerne l'IA, il est possible d'analyser facilement et de retrouver c'est un vélo, c'est un chien, c'est une maison, c'est une forêt, retrouver ces éléments, retrouver aussi liés au contexte dans lequel on va ingérer avec des éléments projets. Donc on a tout un lot d'informations et de métadonnées qui viennent du projet. C'est un nouveau lancement de produit, des informations qui viennent, pourquoi pas, d'un PIM, des références SKU. Tout ceci est inhérent au projet et automatiquement les insérer au niveau des assets. Un des derniers points, ça va être tout au long du processus de production, d'enrichir les métadonnées en fonction de l'avancement de l'asset. Ça peut être par exemple son statut, publié, pas publié. Ça peut être aussi des métadonnées qu'on récupère au fur et à mesure du processus de production et de création de ces assets. Donc il y a différentes méthodologies. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en place un mix. Et l'important, c'est de capter l'information à la source et au moment. Automatiquement venant d'un projet, lorsque l'on va télécharger les informations venant d'une source comme un photographe. Voilà. Un autre point au niveau de l'indexation qui est vraiment très très important aussi et c'est souvent, je dirais, assez opaque, c'est la possibilité d'intégrer directement les métadonnées à l'asset. J'explique. Souvent, la qualification et l'indexation, les métadonnées d'un asset sont stockées dans une base de données. Si on sort cet asset du DAM, alors en fin de compte, il n'a plus du tout sa carte d'identité, il est redevenu un asset neutre sans information. Ce qui est vraiment fondamental, c'est de pouvoir insérer directement dans cet asset ces métadonnées, son indexation, ce qui va permettre, lorsqu'on va le sortir du contexte du DAM, de conserver sa carte d'identité et de pouvoir l'exploiter en fonction des informations qui lui sont relatives. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Il n'y a pas de manière, je dirais, automatique pour tout. C'est un mixte, c'est un cocktail de stratégies à appliquer pour la partie indexation.